La vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan, a remis son rapport annuel aujourd'hui, ses rapports en fait, puisqu'il y en a plus qu'un. Elle s'est attardée à la mise en place de la vérification de l'identité en ligne pour les services offerts aux citoyens et le programme d'urgence de prêt pendant la pandémie. Le programme a été mal géré à bien des égards, dit-elle, et il reste toujours plus de 8 milliards de dollars qui n'ont pas encore été remboursés par les entreprises qui avaient bénéficié de ce programme. Alors, nous recevons en studio la vérificatrice générale. Bonjour, Mme Hogan. Bonjour. D'abord, vous dites que tous les prêts donc liés à ce programme mis en place pendant la pandémie ont été mal gérés, que le ministère des Finances, mais également Affaires mondiales Canada, n'avaient pas bien surveillé le fameux programme du compte d'urgence pour les entreprises. Pourquoi? Alors, je pense que c'est important de distinguer que les prêts ont été émis à des entreprises avec très peu de délai. 29 milliards de dollars qui ont été émis à environ 900 000 entreprises dans moins qu'un mois. La plupart les ont reçus dans moins qu'un mois, qui est vraiment un bon résultat. Mais c'était la gestion du programme par Exportation et Développement Canada qui me préoccupe. Des contrôles de base que je m'aurais attendu dans la gestion de contrats qui n'étaient pas mis en place. Par exemple? Par exemple, il y avait ils se sont pas toujours assurés qu'il y avait les pièces justificatives pour appuyer des factures. Ils ont payé des montants sans remettre en cause ce qui a été chargé. Mais plus fondamental, c'est qu'ils ont donné trop de contrôle à un fournisseur, Accenture, pour gérer le programme. Le fournisseur a établi des fois des termes et conditions dans les contrats et a établi l'étendue et les prix. Puis cette sorte de travail par un fournisseur ne devrait pas se produire. Ça échappe au contrôle du gouvernement. C'est ça, en effet. Puis je m'attendrais que les contrats soient émis après le début de la pandémie d'une façon concurrentielle. Mais EDC s'est vraiment fié sur des contrats non concurrentiels encore en 2024 pour émettre un autre contrat d'une façon non concurrentielle. Et le gouvernement devrait mieux faire pour démontrer qu'il dépense l'argent des contribuables avec un souci à une bonne reddition de compte. Bon, justement, puisque vous parlez de reddition de compte, vous dites qu'il y a à peu près 83 des sommes alloués qui ont été remboursés par ces entreprises-là. Il reste 8,5 milliards à rembourser. En fait, est-ce que le recouvrement est efficace? Alors, on a trouvé que les plans que Exportation et Développement Canada et l'Agence du revenu du Canada ont en place ont des lacunes, c'est certain. Mais il faut aussi savoir que le 8,5 milliards de dollars, il y a encore des prêts qui sont, on dirait, performants. Les entreprises sont en train de rembourser les montants. Je suis préoccupée par le fait qu'il y a 3,5 milliards de dollars qui ont été donnés à des entreprises qui n'étaient pas admissibles au programme. Un peu de recouvrement a débuté, mais Exportation et Développement Canada ne sont pas d'accord avec une de nos recommandations, qui est d'identifier toutes les entreprises qui ne sont pas éligibles et de faire le recouvrement de ces fonds-là. Donc, ces entreprises-là qui n'étaient pas admissibles, en principe, devraient rembourser la totalité, donc? Mais oui, je m'attendrais que si un organisme reçoit de l'argent du gouvernement fédéral quand ils ne sont pas admissibles à le recevoir, que le gouvernement va le recouvrir en entier. S'ils veulent prendre une autre approche, qu'il soit juste transparent avec les contribuables du pourquoi. Oui, parce que c'est l'argent des contribuables. Alors, par ailleurs, vous parlez aussi de la validation de l'identité en ligne pour les services offerts aux citoyens en ligne, donc, et vous dénoncez le fait qu'il n'y a pas de concertation nationale pour la mise en place. Comment ça se fait que ça n'existe pas encore, ça? Une approche nationale, c'est pas juste un système ou un outil technologique pour aider à accéder ou à valider l'identité en ligne. Ça inclut des politiques et des lignes directrices. Le Canada, auparavant, était vraiment au-delà de tous les pays du G7 quand ça venait à l'identité numérique. Mais en ce moment, on dégringole. On est à la traîne, vous dites. Oui, on est à la traîne, c'est certain, de tous les autres pays. Et c'est important pour s'assurer qu'il y a de la cohérence entre tous les systèmes, pas juste fédéral, mais avec les autres paliers du gouvernement et aussi avec le public. Avoir un accès sécurisé est essentiel d'avoir une bonne stratégie pour s'assurer des normes et des standards à travers le pays. Je voudrais qu'on parle également de la pension de la sécurité de la vieillesse, le fameux PSV, ce programme-là, parce que vous dites que vous ne savez pas, en fait, si ça répond adéquatement aux besoins de la population.
Oui, le ministère Emploi et Développement social Canada, qui livre ce programme de la sécurité de la vieillesse, font des analyses sur les composantes du programme. Alors, il y a 3 niveaux. Il y a des paiements de base pour la sécurité de la vieillesse, il y a la garantie, Guaranteed Income Supplement, la garantie de revenus supplémentaires, oui. Puis une allocation au-delà. Ce que je m'attendrais, c'est que les paiements de base soient bien identifiés, analysés pour savoir s'ils répondent aux besoins financiers des personnes âgées. En ce moment, ils ne le sont pas? Bien, ils ne le savent pas. En ce moment, ils ajustent les paiements par le prix de l'indice, mais ils ne savent pas si les âgés sont confrontés à une inflation qui est différente que la population en général. Et c'est cette analyse-là qui est de besoin. Ouais. Ils ont besoin d'un portrait global pour savoir si les programmes fédéraux comblent des lacunes et s'ils répondent vraiment aux besoins de revenus des âgés. Bon. Un mot également sur le programme Emploi Été Canada, c'est intéressant. Vous dites qu'il présente des avantages, que par exemple les jeunes qui bénéficient de ce programme-là vont avoir de meilleurs revenus à long terme, mais qu'il y a quand même des catégories de citoyens qui échappent à ce programme, notamment les Autochtones ou les jeunes en situation de handicap. Alors pourquoi? Comment ça se fait? C'est un programme qui est vraiment... le gouvernement parle de ce programme-là comme un programme qui est créé des emplois. Et non seulement que ça devrait créer un emploi, mais que ça devrait aider des jeunes qui ont des obstacles à entrer dans le marché du travail. Mais ce qu'on a constaté, c'est que l'Emploi et Développement social Canada ne recueille pas les données pour savoir s'il y a des emplois qui sont créés. Et leurs cibles sont vraiment des cibles à travers le pays. Et un cible qui est aussi, qui est juste fondamental, comme ça, n'est pas ajusté à toutes les réalités de toutes les provinces et les territoires. Alors, on a émis des recommandations de mieux recueillir de l'information et d'ajuster leurs cibles. Parce que c'est clair que si un jeune participe dans le programme, leur possibilité de revenus dans le futur augmente. Mm-hmm. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement va suivre vos recommandations? Dans ce rapport-là, oui. On a travaillé avec Statistics Canada pour montrer au ministère que l'information existe, qu'ils ont juste besoin de mieux l'analyser. Alors, je suis encouragée qu'ils vont continuer à travailler avec Statistics Canada. Merci beaucoup, Mme Hogan. Moi, c'est moi qui te remercie.